Depuis près de 40 ans, le département des Hauts-de-Seine fait la une des journaux. Corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux, blanchiment alimentent les annales judiciaires. Toutes ces affaires ne sont pas seulement le fait de brebis galeuses. Elles sont surtout les ratés d'une machine infernale mise en place dans les années 60 par le parti gaulliste. Son objectif, la conquête de ce riche territoire pour en tirer le maximum de profits financiers par des méthodes dignes des meilleurs westerns. Ce roman commence dans les années 50. Les cités populaires, Gennevilliers, Suresnes, Courbevoie, Levallois, profitent du boom de l'industrie. C'est l'ère du plein emploi. Les classes populaires accèdent au HLM. Dans cette banlieue rouge, le Parti communiste est au fait de sa puissance. Mais l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958 va changer la donne. Il lance le chantier de la Défense, gigantesque quartier d'affaires qui va bouleverser de fond en comble ce territoire. En 1964, les Hauts-de-Seine deviennent le 92e département français. La conquête de l'Ouest peut commencer. Est-ce que les gens connaissaient ce département? Oui, qu'ils savaient que Neuilly était une ville bourgeoise, ils savaient que Nanterre était une ville où il y avait les petits vieux, ils savaient que Boulogne était une ville où il y avait le cinéma et Renault, mais ils n'avaient pas une vraie connaissance de ce qu'a été ce département en croissant, qui, je vous le rappelle, n'a que 36 communes. Mais 36 communes, toutes assez riches par la valeur ajoutée des entreprises. C'était plein de petites entreprises, de petits garages, de petits ateliers. Il y en avait aussi quelques-uns de grands. Par exemple, il y avait Chaperon, le carrossier. Mais c'était l'industrie. C'est vraiment le berceau de l'automobile. 50 usines. Autant de décors qu'on appelle Chausson, Carbone Lorraine, Snecma, SKF, Préfontaine, Bertrand, Valentine, Thomson. Chez Citroën, il y avait plus de 4000 salariés, dont plus des 2/3 étaient des travailleurs immigrés. Et en allant sur Puteaux et en montant un peu plus haut sur Nanterre, etc., il y avait un tas de bidonvilles, un tas de vieilles baraques. Quand on a commencé à vouloir faire bouger les choses, beaucoup se demandaient si on n'était pas fou et qu'est-ce qu'on allait arriver à faire. Les gaullistes font de la domination politique de ce territoire un enjeu national. Mais la tâche est rude. Face à eux, un adversaire qu'ils connaissent bien, le Parti communiste. Encore puissant en France avec environ 20% des voix, le PC tient fermement ses bastions ouvriers. Charles Pasqua, patron local de l'UDR, le parti gaulliste de l'époque, lance l'offensive à la fin des années 60. Je ne veux être candidat que contre un communiste. Avec les autres, je ne sais pas ce qui se passera. Avec les communistes, j'ai pour eux d'abord une certaine considération, parce que ce sont des gens qui croient à quelque chose, et puis nous avons été camarades pendant la guerre. Bon, mais dans le même temps, on ne se fera pas de cadeaux. Évidemment, les gaullistes et les communistes ont été au coude à coude pendant la guerre pour libérer le pays et à la libération. Mais là, nous sommes plus de 20 ans plus tard. Et Pasqua, c'est qui Pasqua? C'est sous ses allures débonnaires. C'est quand même la droite extrême, avec des méthodes brutales pour écarter les forces de gauche. Ancien résistant, fondateur du sulfureux SAC, le service d'action civique, une association barbouzarde gaulliste, Charles Pasqua, homme de réseau redouté, va faire des Hauts-de-Seine son porte-avions politique et financier. L'homme de l'ombre passe à la lumière. Il devient député en 1968 et président du Conseil général en 1973. Je me suis dit qu'il fallait faire de ce département une réalité. Le département, il n'existait qu'en théorie.
Et chaque commune faisait sa propre politique et sa propre tambouille. Et ce qu'elles attendaient du département, c'était uniquement des subventions. Mais il n'y avait aucune démarche cohérente au niveau de l'ensemble du département. Il paraît notamment que M. Mitterrand a les larmes... Et l'entreprenant Charles Pasqua est bien décidé à en inventer une de démarche cohérente, pour le département et aussi pour son parti. Il s'agit surtout de contrer une propagande communiste rôdée au millimètre. Mais sa mise en œuvre nécessite des moyens financiers et l'UDR en est dépourvu. Dans cette période, Charles Pasqua, il disait « Jean-François, l'important n'est pas tellement d'être riche que d'avoir des amis riches. » Voilà. Bon. Donc, on se faisait aider. Et lui, pour le RPR des Hauts-de-Seine ou pour l'Action Générale, se faisait aider. Pour ce qui est la partie partisane de l'action du mouvement gaulliste, du mouvement chiracien RPR, oui, c'est sûr que là, il y avait une cassette qui permettait de fonctionner. Ça venait des entreprises ? Notamment. La cassette est d'autant plus facile à remplir que dans ces années 60, 70, 80, il n'existe aucune loi encadrant le financement des partis politiques. Tous les coups étaient permis. Et vraiment, la droite s'est pas gênée dans ce domaine. Et évidemment, il s'agissait de récupérer de l'argent par tous les moyens. Si tu me donnes de l'argent pour ma campagne électorale, je te donnerai des chantiers. Donc voilà, c'était un peu le Far West. Et tout comme au Far West, le département recèle un trésor. La Défense. Une vaste zone à cheval sur Puteaux et Courbevoie qui doit devenir le premier quartier d'affaires d'Europe. Le projet est géré par un établissement public aux mains de l'État, l'EPAD. C'est lui qui délivre les droits à construire, précieux sésame qui permet aux promoteurs de lancer de lucratifs projets après expulsion, démolition et mise à nu des terrains. C'est la grande période du gaullisme immobilier. Lorsqu'ils ont pratiqué ces expulsions sur des territoires immenses qu'ils ont ensuite laissés en friche pendant des années. Et ça a été un vrai traumatisme pour les habitants. Puteaux et Courbevoie ont récupéré une manne financière extraordinaire avec notamment la taxe professionnelle. Et la commune de Nanterre, elle a récupéré des logements à gérer. Et nous étions en affrontement notamment avec l'EPAD. Parce que cet établissement public était géré de telle manière que tout était décidé en haut. On fait des mètres carrés de bureaux, autrement dit, on bétonne pour avoir de l'argent. Donc quand on n'a plus d'argent, on rebétonne un petit peu plus, on en remet une couche. Contrôler les Hauts-de-Seine, c'est conquérir les mairies une à une. Après Courbevoie, objectif Puteaux coûte que coûte. C'est ainsi que les élections municipales de 1971 tournent au mauvais western. Charles Secaldi Reynaud, ancien avocat et commissaire de police en Algérie, premier adjoint au maire socialiste, trahit son camp, passe à droite et se présente contre le maire Georges Dardel. Entre les colleurs d'affiches des deux camps, l'affrontement est violent. Il se termine par un drame. Les gens de Dardel ont ouvert le feu à la veine de leur rifle. Quelqu'un d'autre qu'on suppose appartenir à l'autre camp, puisque... Au vôtre ? Oui, on le suppose, mais on ne le prouve pas. A tiré dans une voiture, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui s'était allongé. Il a touché dans la cuisse, de sorte qu'il a perdu beaucoup de sang et qu'il est décédé. Alors cette affaire a été jugée. Moi, je ne suis pas dans cette affaire. Une affaire comme ça, à 3 semaines des élections, je suis étonné d'avoir encore 56% des voix. Oui, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Nuisible, ce tragique épisode ? Il est pourtant vite oublié. Et si quelques membres de l'entourage du maire sont finalement condamnés, les véritables responsabilités, elles, ne seront jamais établies. La bataille de Puteaux marque le premier épisode de la conquête du département par les gaullistes, dans un certain climat d'impunité. Et comme ses compagnons des Hauts-de-Seine, Charles Secaldi Reynaud, le nouveau maire,
pour assurer sa maîtrise et celle de l'UDR sur la ville, va désormais user d'une recette infaillible, le clientélisme. Le maire, quel est son moyen d'être élu? C'est de séduire l'électeur. C'est peut-être aussi de rendre des services individuels. Souvent, celui qui a obtenu un service a l'honnêteté de rendre ce service, mais ce n'est pas une certitude. Par conséquent, le clientélisme est un complément de la politique, mais il ne se substitue pas à la politique. Ce que veulent voir les gens, c'est si la ville est propre, si elle est embellie, si elle est fleurie, si elle est moderne, si elle est enrichie, et si l'impôt diminue au lieu d'augmenter. Avec les moyens de votre ville, vous allez acheter des voies. Alors ça passe par l'attribution de logements sociaux. Ça passe par tout un tas d'autres avantages, les places en crèche, les cadeaux, les invitations, les manifestations organisées avec des banquets extraordinaires. On a beaucoup connu ça à Puteaux, qui a eu certaines années un budget cocktail, réception, plus élevé que celui de la ville de Paris. En obtenant de l'EHPAD qui construisent à Puteaux encore plus de mètres carrés de bureaux qu'à Courbevoie, j'ai effectivement fait rentrer dans Puteaux la diligence pleine d'or. Et vous n'avez jamais, à titre personnel, touché de cadeaux, de commissions, de choses comme ça? Non. Ah non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et j'aurais demandé à quel titre, pourquoi. Blanc comme neige, Charles Secaldi-Reynaud? Pas si sûr. Depuis des années, une affaire le poursuit. Celle de la chaufferie de la Défense, symbole de la gestion bien particulière des Hauts-de-Seine. Il s'agit du renouvellement d'un contrat portant sur le chauffage et la climatisation de 3 millions de mètres carrés de bureaux par le syndicat intercommunal dont Charles Secaldi-Reynaud est le président. Suivant les règles des marchés publics, il lance donc un appel d'offres. GDF, Charbonnage de France, Dalkia, les poids lourds du secteur, se portent candidats, ainsi qu'une société inconnue. Les poids lourds sont tous écartés du marché, et contre toute attente, c'est la société inconnue qui emporte la mise. C'est une société inconnue jusqu'alors, créée de toutes pièces, qui a le marché. Ses dirigeants sont des amis, des proches de Charles Secaldi-Reynaud. Tout se serait bien passé si un banquier au Luxembourg ne s'était pas plaint du fait qu'il n'a pas reçu sa commission, en gros. Donc il réclame 4 ou 5 millions de francs qu'il n'a pas eu. Donc il va déballer l'affaire. Bon, on découvre que peut-être il y a eu 100 millions de francs, 15 millions d'euros de tout table autour de l'attribution de ce marché. Et là, Charles Secaldi-Reynaud est mis en examen pour corruption. Ils ont débarqué chez moi, ils n'ont rien trouvé. Ils ont débarqué chez ma mère, ils n'ont rien trouvé. Ils ont débarqué chez ma belle-mère, ils n'ont rien trouvé. Le juge, par commission rogatoire, a découvert qu'il y avait un compte au Luxembourg sur lequel il a découvert 4 millions d'euros, un compte au nom de Joëlle Secaldi-Reynaud. C'est la fille de Charles Secaldi-Reynaud et aujourd'hui maire de Puteaux. Et elle a été interrogée par le juge qui lui a demandé l'origine de cet argent. Elle expliquait que c'était l'héritage de sa grand-mère corse qui était institutrice. Et donc il y avait eu le temps, au cours de sa carrière, de placer 4 millions d'euros sur un compte au Luxembourg. Donc le juge n'y a peut-être pas cru. Donc on en est là aujourd'hui. L'enquête se poursuit. Et donc, il y a le secret de l'instruction qui ne nous permet pas de parler davantage. Voilà. À moins de commettre un délit, ce qu'on n'avait pas l'intention de faire, et moi non plus, je n'en ai jamais commis, je ne veux pas commencer aujourd'hui. Et vous non plus. Je crois que c'est le dossier le plus ancien au tribunal de Nanterre.
Plusieurs juges se sont cassés les dents sur ce dossier. Certains qui sont allés chercher peut-être un peu trop loin se sont retrouvés extradés, quasiment, puisque l'un des juges a eu une promotion et il est aujourd'hui à Tahiti. Aidé par une justice inerte, le système mis en place prouve son efficacité. Il suffit d'en connaître les deux règles principales, escamoter les preuves et ne jamais avouer. Ce sont des gens qui sont des vieux routiers, qui font ça en général depuis assez longtemps, les mécanismes sont bien rodés. Et vous avez des mécanismes qu'on voit dans certains secteurs de la grande criminalité. Les voyous n'avouent jamais. Vous savez, dans la fraude, le fraudeur se pose deux questions. Première question, c'est est-ce que je vais me faire prendre ? Première question. Et la deuxième question, c'est si je me fais prendre, combien ça va me coûter ? Seulement voilà, en 1973, avec la crise pétrolière, le Trésor de la Défense risque de tarir et la manne financière du parti gaulliste de s'envoler. Plus personne ne veut construire de tours. La quasi-totalité des promoteurs fuit la Défense. Le quartier d'affaires devient un immense chantier à ciel ouvert, à tel point que le président Giscard d'Estaing envisage en 1978 de raser les tours vides. C'est alors qu'un jeune promoteur, Christian Pellerin, entre en scène. Il rachète à bas prix les terrains à construire. Il sera le Zorro de la Défense. Le seul qui était en train de vouloir construire la Défense, c'était moi. Il n'y en avait pas d'autre. C'était un type assez extraordinaire, très dynamique, avec des quantités d'idées. Et il a été très contesté pour des quantités de raisons. C'est notre problème. Mais ça n'enlève rien à ses qualités de créateur et à sa capacité d'impulser les choses. Tous les terrains que j'ai construits, une bonne partie, dans ces années-là, c'était des banques qui étaient propriétaires. Ils me les ont tous vendus à la casse. Nous avions nos propres bureaux d'études et nous dessinions nous-mêmes toute notre technologie, climatisation, tout, et on la faisait réaliser par des entreprises qui étaient celles de la Compagnie Générale des Eaux. On n'a jamais fait d'appel d'offres. La Défense, avec tous les moyens dont elle dispose, sera certainement le premier centre d'affaires européen. Si vous voulez que la Défense existe, il faut que les promoteurs prennent des risques. À l'époque, ils prennent des risques. Ces gens-là prennent des risques. Évidemment, à un moment donné, si le risque est bon, vous touchez un peu le jackpot. Alors qu'il en ait profité, c'est évident. Bon, écoute, je préférerais voir l'autre. Profiter ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce sera peut-être un peu basse, mais vous avez été sollicité par des politiques ? Oui. Il m'est arrivé, dans différentes villes, qu'on me propose des projets, je ne fasse pas pour cette raison. Parce qu'on vous demandait de financer une campagne, parce que voilà, on vous demandait de... Exactement. Ça, vous avez toujours refusé ? J'ai toujours refusé. Et jamais, alors on m'a reproché beaucoup de choses, jamais je n'ai été poursuivi pour une commission, un pot de vin ou n'importe quoi. Est-ce que, par cette attitude, vous avez perdu des marchés ? Bien sûr, oui. Oui. Et vous savez lesquels ? Oui, absolument. Absolument. Et dans les Hauts-de-Seine aussi ? Oui, absolument. Vous ne pouvez pas en dire plus ? Non. Pourtant, Christian Pellerin, le Zorro incorruptible, va se trouver mêlé à une de ces affaires dont il dit s'être toujours tenu éloigné. Au fait de sa carrière, le promoteur, plutôt étiqueté à gauche, doit se rapprocher du clan Pasqua qui a désormais la main sur la Défense, l'un des outils du financement occulte du RPR de Jacques Chirac. Une belle occasion se présente avec la vente de la tour BP. J'ai été abordé à l'époque par un garçon qui s'appelait M. Schwartz, au nom prédestiné, et qui connaissait très bien l'environnement de Pasqua et des Hauts-de-Seine. Et donc, il est venu me voir pour partager une affaire. Je me suis donc associé avec la société de M. Schwartz, qui gérait complètement l'affaire de l'achat. Et il y a eu 12 millions qui se sont baladés de commission. On n'a jamais su trop où ils avaient été. Moi, je ne l'ai jamais su, j'étais même pas au courant. L'enquête révèle qu'une partie de ces millions a atterri sur le compte d'une société dirigée par l'épouse d'un certain Daniel Voiry,
policier de son État. Christian Pellerin pouvait-il l'ignorer? Il y a eu effectivement des malversations financières et fiscales qui ont affecté la vente de la tour BP. Donc, notre question légitime, c'est Christian Pellerin, le roi de la défense, que venait-il faire avec un brigadier chef de police? Voilà. À la veille d'être entendu par la justice, le flic ripou, Daniel Voiry, se suicide. Daniel Voiry travaillait à la préfecture de police. C'est là que les enquêteurs auraient découvert sa valise après son suicide. Elle contenait les comptes parallèles de sa société qui conduisent les enquêteurs à la défense et à l'inculpation de 6 agents immobiliers, dont Christian Pellerin. Et la garde à vue de Christian Pellerin jette un froid glacial sur le site de la Défense, mais au-delà du site de la Défense, sur l'ensemble des entreprises qui œuvrent dans ce monde de la corruption. Christian Pellerin, à l'époque, est président-directeur général de Sari Série. C'est une société qui est détenue à 65% par la Compagnie Générale des Eaux, donc un grand groupe qu'on va revoir après dans des affaires de corruption. J'ai le sentiment d'avoir été trompé, et plus que le sentiment. Christian Pellerin obtiendra 4 ans plus tard un non-lieu. Mais personne ne saura jamais quels étaient les vrais destinataires des commissions. Cette affaire qui fait grand bruit révèle une facette jusque-là inédite du système. Les magouilles qui entourent l'achat et la vente des tours de la Défense et le rôle de la Compagnie Générale des Eaux. Le nom de cette société reviendra si souvent dans les affaires de financement occulte qu'elle sera surnommée l'arroseuse municipale. « 1981, la gauche arrive au pouvoir. Le clan Pasqua se retrouve dans l'opposition et financièrement en danger. Mais paradoxalement, les lois de décentralisation de Gaston Defferre vont lui permettre d'accroître son emprise sur le département, car elles accordent aux élus le pouvoir de délivrer les permis de construire et les marchés publics. Désormais, les élus seront libres d'exercer pleinement leur mandat, libres de prendre leurs responsabilités sans entrave, sans les limitations, sans le détournement imposés par les services ministériels contre leur volonté et parfois contre l'intérêt de leur commune. Dans les Hauts-de-Seine, comme ailleurs, les partis de droite comme de gauche ont aussitôt compris tout le profit qu'ils pouvaient tirer de cette situation. C'est l'époque bénie des sociétés d'économie mixte, ou SEM. Un principe qui consacre le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Ces sociétés d'économie mixte qui permettent de marier de façon un peu imprécise des grandes entreprises de bâtiments travaux publics, de chauffage, d'adduction d'eau, et puis les collectivités locales. Alors, ça permet de payer des honoraires, ça permet de faire transiter de l'argent. Bon, mais quand ça devient une industrie, c'est-à-dire que le parti politique s'entoure de plein de satellites, d'abord de micro-partis, et de bureaux d'études, et d'officines, et de cabinets de conseil. Alors là, vous rentrez dans un festival, c'est bien beau de prendre des avions, de prendre des chambres d'hôtel, faire rouler les voitures. Autrefois, encore une fois, on nous prêtait des trucs. Nous, au RPR des années 70, nos avions y volaient, mais c'était des syndicats pharmaceutiques ou autres qui payaient nos factures. Le nouveau système fonctionne selon un schéma à l'ancienne, bien rodé. Le chef d'entreprise qui accepte d'entrer dans la combine doit, en contrepartie du marché obtenu, soit honorer une fausse facture pour frais d'études, soit surfacturer ses prestations et reverser la différence en liquide à son corrupteur. J'ai travaillé 22, 23, 24 ans avec Boulogne, on m'a jamais rien demandé. Suresnes, on m'a jamais rien demandé. Rueil, non plus. Gennevilliers, c'était plus... On ne pouvait pas. Colombes, on ne pouvait pas. Levallois, on ne pouvait pas. Il y avait tout un tas de... Moi, chaque fois que j'ai répondu, j'étais non conforme. Je ne faisais pas partie des entreprises qui payaient. Ils savaient que je refuserais de payer, donc j'étais non conforme. C'est une commission sur le montant du marché. Ça peut être 0,5%, 1%, 3%, 2%. Ça dépend du montant du marché. Il y a des maires qui sont plus
plus malins, d'autres qui sont moins malins. Mais la pompe, je peux dire, la pompe Afrique des marchés publics, c'est les entreprises générales. Ça, c'est le système qui est identifié et en fait qui va servir de fil, de conducteur en fait pour faire passer le financement politique. Le but de prendre un département comme les Hauts-de-Seine, c'est la même chose que de prendre la ville de Paris. C'est on conquiert un échelon local pour vous propulser au niveau national. Partant de cette stratégie, Chirac, Pasqua et le RPR assoient définitivement leur autorité sur les Hauts-de-Seine aux élections municipales de 1983. Alors que la gauche tient le pouvoir central, Charles Pasqua lance une nouvelle génération d'hommes politiques à l'assaut des villes rouges. Ces cow-boys sont issus pour la plupart de l'UJP, les jeunesses gaullistes, mais aussi, comme Patrick Devedjian, de l'extrême droite. J'avais regardé autour de nous et j'avais sélectionné un certain nombre de gens dont je pensais qu'ils avaient les qualités pour représenter le mouvement gaulliste, etc., et avec une alliance avec les centristes, faire en sorte de récupérer un certain nombre de communes sur la gauche. Et donc c'est cette équipe de jeunes gens à l'époque qui ont été lancés à la conquête de bastions de la gauche, qui ont été appelés par la presse, mais pourquoi pas, les Pasqua Boys. Parmi eux, Patrick Balkany reçoit la tâche la plus ardue, conquérir Levallois, ville tenue par les communistes depuis près de 20 ans. Charles Pasqua lui-même a par 2 fois échoué devant le maire sortant, Parfait-Gence. Cela n'effraie pas les jeunes époux Balkany. Et non seulement ils mettent des moyens financiers importants, des moyens en hommes, et je dois dire, ils sont très actifs, et elle en particulier fait des spaghettis à 3h du matin pour les colleurs d'affiches. Enfin, c'est une conjonction d'argent, d'énergie, de cœur, de tripes. Ils la veulent, la ville de Levallois. Ils veulent la prendre. La permanence de Patrick Balkany était devenue une deuxième mairie. Ils organisaient des fêtes, ils organisaient des voyages pour les personnes âgées, etc. Ils ont financé en très grande partie leur campagne, mais il leur a manqué de l'argent à la fin. Et donc ils étaient contents de trouver une aide. Balkany, je lui avais trouvé un vieil ami chasseur qui était en même temps promoteur dans le Loir-et-Cher, je crois. Contre toute attente, les Balkany emportent la mairie dès le premier tour. C'est un véritable exploit. Et c'est pour ça que j'éclate de rire quand le soir de l'élection, nous arrivons avec Charles Pasqua à la mairie, puis évidemment on embrasse Isabelle, Patrick, et là, avec elle aussi son accent inimitable, Isabelle Balkany dit « Bon ben c'est partout, mais maintenant il va falloir que ça rapporte ». Le succès des Balkany aiguise les appétits de la nouvelle garde. Un mois après leur élection, Achille Peretti, maire de Neuilly et grande figure gaulliste du département, meurt subitement. Charles Pasqua est son successeur naturel, mais un jeune homme de 29 ans, simple conseiller municipal, vient défier le shérif Pasqua. J'ai appris la mort de Peretti par Balkany et Sarkozy, qui sont venus me voir à la clinique. Ils me disent, Peretti vient de mourir, il faut que vous prépariez à prendre la tête de la chose et être maire de Neuilly. Je rentre chez moi à minuit et je trouve sur la moquette de l'entrée, appelé Charles Pasqua, d'urgence tout de suite chez lui. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Je l'ai laissé à 6h, prêt à être opéré demain matin à la clinique Hartmann, et voilà qu'il est chez lui. Je téléphone, et c'est là qu'il me dit, Jean-François, Achille Peretti viennent de mourir. Nicolas Sarkozy et Patrick Balkany sont venus me chercher en voiture, remettre le costume sur le pyjama, je suis rentré à la maison, venez tout de suite. Ils m'ont accompagné à la maison, chez moi, et ils m'ont dit, il faut qu'on voit tout de suite, qu'on pointe la liste des conseils municipaux, ceux sur lesquels on peut compter. Ben, j'ai dit, écoutez, faites-le. Bon. Et Nicolas a dit, ben, je vais m'en occuper. Il s'en est occupé, mais pour lui. Monsieur Nicolas Sarkozy est élu maire de Neuilly. Même si plus tard il dira non, je voulais pas devenir maire, c'est moi que j'ai fait Nicolas maire. Non. Il s'est passé un truc,
les uns appelleront ça une trahison, les autres appelleront ça une sortie majeure, un coup de poker, un coup d'état mais rapide de Nicolas. Mais maintenant, 30 ans après, moi j'ai la conviction que bien sûr quelqu'un l'aidait dans la coulisse. Par la suite, je sais très bien que c'est Jacques Chirac, Bernadette et Bernard Pons. Dans les Hauts-de-Seine, il faudra désormais compter avec ce Nicolas Sarkozy qui s'est imposé par la ruse et la détermination. La conquête de l'Ouest est pratiquement achevée. Seuls quelques îlots de gauche comme Malakoff, Nanterre, Clichy, Gennevilliers résistent à la vague bleue. Jacques Chirac, patron du RPR et maire de Paris, peut maintenant s'appuyer sur le 92 qui dispose d'une machine à cash pratique, discrète et lucrative, l'office départemental des HLM dont Patrick Balkany est le président et Didier Schuller le directeur. Patrick Balkany a décidé de suivre mes conseils et donc il a appelé le Conseil général à mettre enfin de l'argent dans la rénovation et la reconstruction d'une partie des logements sociaux. On a changé la vie de plusieurs dizaines de milliers d'habitants dans les Hauts-de-Seine en leur apportant le minimum de confort dont ils étaient privés, puisque tous ces logements sociaux, depuis leur construction, n'avaient jamais été réhabilités. Via l'office HLM, ce sont désormais des centaines d'appels d'offres qui sont lancés. Le système ne peut que s'emballer, entraînant commissions occultes, ententes illicites, enrichissement personnel et autres compromissions. Il y a 5 ou 6 ou 7 ou 10 entrepreneurs, patrons d'entreprise qui se réunissent autour d'une table et puis ils disent, voilà, bon, toi tu seras, bon, toi t'es copain avec les socialistes, donc les HLM du Nord, c'est pour toi. Toi t'es copain avec les socialistes de Marseille, donc Marseille, c'est pour toi. Toi t'es copain avec Pasqua, donc c'est pour toi. C'est comme ça que ça se passait. C'est ce qu'on appelle un pacte de corruption. 4 entreprises, A, B, C, D, répondent à un appel d'offres de l'office HLM. Officiellement, le choix se fait en toute transparence. En réalité, les décideurs et les 4 entrepreneurs se sont mis d'accord pour choisir l'entreprise B. Les autres sociétés auront la priorité à tour de rôle lors des prochains marchés. En contrepartie, la société B choisie devra par exemple salarier des militants qui ne mettront jamais les pieds à l'office HLM. C'est ce qu'on appelle des emplois fictifs. On avait, je crois, 850 ou 900 fonctionnaires, nous. Bon, on a employé jusqu'à 7-8 personnes qui n'avaient rien, en fait, qui ne travaillaient pas à l'office, mais qui travaillaient. Il y avait la secrétaire d'un personnage politique extrêmement important. Il y avait il y a eu à un moment donné des collaborateurs de M. Blondel, Force ouvrière, etc. Bon, mais c'était ça aussi, ça se faisait partout. Cette pratique des emplois fictifs sert en général à rémunérer le personnel des partis politiques. Mais la tentation est grande d'en faire un usage plus personnel, comme les cow-boys Balkany, sans scrupule aucun. La propriété est belle et comme toute belle propriété, elle demande de l'entretien. Pendant 9 ans, de 1984 à 1995, Patrick Balkany, alors maire de Levallois, et sa femme ont employé 2 personnes pour leur résidence secondaire, un jardinier et une employée de maison. Quand on est dans un système de financement politique, certains ont déjà pensé à un enrichissement personnel, puisque on ne peut jamais déconnecter totalement le financement politique de l'enrichissement personnel. On a quand même quelques exemples très, très précis dans les Hauts-de-Seine. Balkany, l'office des HLM sont les meilleurs exemples de ce système-là. Vous aurez du mal à me faire une liste de gens qui ont été rattrapés par des affaires dans les Hauts-de-Seine. Il n'y en a pas beaucoup. Monsieur Balkany a fait il a été condamné de manière un peu vénielle sur un certain nombre de choses. Bon, tout ça a été réglé, etc. Bon. Moi, j'attends toujours de voir l'affaire scandaleuse qui défraie la chronique. Je ne la vois pas. On en parle beaucoup, mais il ne se passe jamais rien. Rien. Vraiment. Les juges s'intéressent pourtant de près à la Semarelp, la société qui gère le patrimoine privé de la ville de Levallois. Son nom apparaît dans plusieurs affaires, notamment celle des résidences réelles ou supposées des Balkany. Un appartement à Levallois, la villa Pamplemousse sur l'île de Saint-Martin, un riad à Marrakech intrigue les juges. Et officiellement, il ne possède rien. Il ne paye pas impôt sur la fortune, ni l'un ni l'autre. La villa des Antilles,
elle n'appartenait à personne, si ce n'est à une société du Liechtenstein, etc. Bref. Et la maison du Maroc appartient à M. Jean-Pierre Aubry, directeur général adjoint de la Semarel. Il a fait venir de l'argent depuis un compte à Singapour, qu'il a versé en Suisse dans une fiducie suisse, et c'est la fiducie suisse qui a versé après l'argent au Maroc. Vous avez eu à manipuler beaucoup d'argent liquide? Écoutez, de mémoire, franchement, alors ça, c'est des sommes relativement importantes, oui. Oui, qui correspondent d'ailleurs en partie avec les versements qui ont pu être faits sur cette fameuse société du Liechtenstein qui appartenait à Patrick Balkany, et notamment les 32 millions de francs de l'époque que Patrick Balkany avait utilisé pour racheter l'entreprise de son père, alors que l'entreprise de son père valait zéro. Donc c'est ce qu'on appelle du blanchiment. Et ça a été fait, c'était dans les documents policiers, ça n'a jamais été évoqué, ni pendant l'instruction, ni au procès. En effet, un rapport de police daté de 1998 détaille le mécanisme mis en place pour dissimuler la provenance de l'argent. On y lit noir sur blanc le fait qu'une société de droit suisse ait acheté pour 31 500 000 francs des actions d'une société en difficulté financière depuis plusieurs années, actions qui ont fini par être revendues 1 franc symbolique, permet d'établir le caractère fictif de cette transaction. Et en dessous, on lit « Cette vente d'actions peut avoir servi à masquer le versement de fonds à Patrick Balkany, alors président de l'office HLM du 92. » On était sur une piste en fait de blanchiment, et ça a été consigné dans le rapport. Manifestement, la justice n'a pas tenu compte de nos explications et de notre analyse. Mais que fait la justice? Les juges sont-ils aveugles, incompétents, aux ordres? 1992. Michel Rocard, Premier ministre, décide par une loi de mettre de l'ordre dans le financement occulte des partis politiques. Jamais la vie publique n'a été correctement financée en France. Il y avait une espèce de timidité des assemblées à convenir que l'exercice de la démocratie pouvait se financer partiellement sur fonds publics. Alors bien entendu, on se finançait par le privé, clandestinement, et en franchise d'impôt le plus souvent. Tout ça est inadmissible. Les partis sont désormais subventionnés par l'État en fonction de leurs résultats électoraux. Ils peuvent bénéficier aussi de dons privés. À l'époque, 4 500 € maximum pour les particuliers, 75 000 pour les entreprises. Mais comme en matière de dopage, les fraudeurs auront toujours un coup d'avance. La loi Rocard prévoyait qu'une entreprise pouvait donner jusqu'à 500 000 francs maximum. Bon, mais imaginez qu'une entreprise décide de donner 5 millions. Donc c'est 10 fois 500 000. Cette entreprise, donc, elle peut parfaitement avoir 10 filiales. Et donc les 500 000 peuvent être multipliés par 10. C'est des centaines et des centaines et des centaines de filiales, évidemment pas exclusivement basées en France, mais basées dans le monde entier, notamment dans des paradis fiscaux. Comment voulez-vous que même s'il y passait toute sa vie, et même s'il était extrêmement compétent, comment voulez-vous qu'un enquêteur, dans ce flux de dizaines et dizaines de millions, voire de milliards d'euros, arrive à distinguer des flux de quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros sur des centaines de pays? C'est impossible. Pour le coup, les partis étaient contraints. Ils ne l'ont pas toujours fait parce qu'ils ont pris un peu de retard à l'allumage, de rentrer dans le moule. Ils ne sont pas toujours rentrés dans le moule. Et les pratiques étaient plus compliquées, plus encadrées. Ça n'empêche pas que quand vous avez une brebis galeuse, elle a toujours tendance à retrouver un système pour reprendre de l'argent aussi. Bien sûr, oui. Mais bien sûr, c'est d'abord au profit des partis politiques. Pour brouiller les pistes, depuis la loi Rocard, l'argent passe par exemple d'un compte au Luxembourg à un autre aux îles Caïmans. Puis à Singapour, très à la mode, aux îles Vierges, et finit sa course dans une banque de Genève où il suffit d'aller puiser dans le bas de laine au gré des besoins en argent liquide. Patrick Balkany me fait savoir que Jacques Chirac a besoin d'une somme, je crois que c'était 2 millions de francs. Donc je fais revenir cet argent.
pour être certain qu'il ne soit pas volé, etc., je l'enterre dans la forêt à côté de ma maison. Et puis il se trouve que j'avais mis cet argent dans des Tupperware. Et les sangliers ont déterré, ils ont joué un peu au football avec. Donc j'ai retrouvé les récipients qui contenaient les sommes en question à 50 ou 70 mètres de l'endroit où elles avaient été placées au départ. À force de jouer avec le feu, on finit par se faire prendre. Ainsi, en 1994, Didier Schuller et l'Office HLM des Hauts-de-Seine se retrouvent à l'épicentre d'un séisme politique. La France vit alors sous le régime de la cohabitation. Un président de gauche, François Mitterrand, un premier ministre de droite, Édouard Balladur, et un ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. À la suite d'une expertise fiscale lancée par le ministre du Budget Nicolas Sarkozy, le juge d'instruction Éric Alphen met au jour des marchés truqués impliquant la mairie de Paris et les réseaux Chirac. Et de fil en aiguille, son enquête le mène dans les Hauts-de-Seine. Il se heurte alors au shérif Pasqua et à ses cow-boys. En fait, il y avait plusieurs, ce qu'on appelait sociétés taxi, c'est-à-dire des sociétés qui n'ont pas de réelle activité, qui n'ont une seule raison d'être, c'est de faire de la facturation. Et quand on a fait le rapprochement entre les sociétés et les marchés, on s'est rendu compte que toutes ces sociétés qui payaient des factures obtenaient parallèlement des marchés avec l'office HLM du 92. En allant dans le département du 92, qui était contrôlé par Charles Pasqua, à l'époque, je rappelle, mon ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que les policiers qui agissaient selon mes instructions en exécution de ma commission rogatoire, en même temps, tous les soirs, ils rendaient compte à leur hiérarchie, qui rendaient compte immédiatement au ministre de l'Intérieur. La justice soupçonne l'existence d'un système de commissions occultes. Pour obtenir des marchés, les entreprises payaient des pages de publicité à des tarifs prohibitifs dans le Clichois, le journal de campagne de Didier Schuller. La permanence de Didier Schuller, conseiller général de Clichy, est perquisitionnée par le juge Alphen. L'étau se resserre sur le clan Balkany, Schuller, Pasqua, qui organise une riposte dans l'urgence. Il faut à tout prix écarter le juge Alphen, qui vient d'obtenir des preuves du financement illicite du RPR à travers les HLM du 92. 20 ans plus tard, nous ne savons toujours pas si la manœuvre relève d'un traquenard de Charles Pasqua tendu à Éric Alphen ou d'une banale tentative d'escroquerie comme il le prétend aujourd'hui. C'est une tentative d'extorsion de fonds qui a été conduite par quelqu'un qui était apparenté à un juge qui en même temps instruisait une affaire à Levallois. Vous parlez de l'affaire Schuller-Maréchal. Oui, exactement. Bon, et de la tentative de l'époque d'extorsion de fonds de Maréchal sur Schuller. Là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Oui, beaucoup à dire. 1. Que Didier Schuller et Jean-Pierre Maréchal sont tous deux militants RPR. 2. Que Maréchal est médecin. 3. Que par le hasard de la vie, il soigne la mère de Didier Schuller. Enfin et surtout, qu'il est le beau-père du juge Alphen et qu'il prétend pouvoir le détourner de son enquête sur les Hauts-de-Seine. Son beau-père, qui était le docteur Maréchal, qui était le médecin de ma mère et qui, donc, je le connaissais personnellement, qui m'a appelé et qui m'a demandé de me voir d'urgence et qui m'a proposé, qui m'a dit je peux sauver le RPR, je peux empêcher la mise en examen de X et Y, etc. Mais je veux de l'argent. Voilà. On a répondu positivement à sa demande. Donc il est venu à un rendez-vous que nous nous sommes fixés. Il avait demandé 20 millions. Donc il avait demandé une boîte de gâteaux de 20 gâteaux. Et le premier million de francs lui a été remis en présence de la police judiciaire. Il a été arrêté en flagrant délit. Coup de tonnerre, vraiment coup de tonnerre dans ma vie professionnelle et sentimentale. J'apprends que mon beau-père, c'est-à-dire le père de celle qui était à l'époque ma femme et la mère de mes enfants, est en garde à vue et qu'on lui reproche d'avoir eu des relations d'argent avec Didier Schuller. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Schuller-Maréchal. Et il y a des preuves. Car les conversations téléphoniques entre Didier Schuller et le docteur Maréchal sur la contrepartie financière demandée par le médecin ont été enregistrées par la police. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua,
demande donc le dessaisissement du juge. Nous sommes en 1994, à quelques mois de l'élection présidentielle. Le président Mitterrand, qui veut barrer la route à son Premier ministre, Balladur, candidat soutenu par le clan Pasqua, saisit le Conseil supérieur de la magistrature, qui déclare les écoutes téléphoniques illégales. Donc au total, la procédure a été annulée. Mon beau-père n'a jamais été poursuivi. Schuller a pris la fuite. Charles Pasqua n'a plus été ministre. Édouard Balladur n'a pas été élu président de la République. En fait, c'est l'arroseur arrosé, à savoir que ils ont voulu trop en faire. Les gens du clan Balladur, ils ont voulu, et en particulier Charles Pasqua, ils sont allés trop loin. Ils ont voulu peut-être arriver vers la perfection. Et du coup, la personne contre qui cette affaire était montée, c'est-à-dire Jacques Chirac, s'est retrouvé président de la République. Il y avait la bagarre Chirac-Balladur dans cette période-là. Vous ne pensez pas que c'est un coup fourré du camp Chirac? Non, ça n'a strictement rien à voir. Ça, je sais ce dont je parle. Je sais comment ça s'est passé, je sais qui était à la manœuvre, je n'ai pas envie de le dire, mais je sais parfaitement qui tirait les ficelles du côté de Mitterrand. Parce que Schuller, après, est parti en exil. Oui. Mais il a été incité par qui? Par vous? Par qui? Non. Moi, je n'avais pas de contact avec Schuller. On était au milieu de gens un peu zinzin. Bon, Schuller est parti. Ça a été une connerie de sa part, parce qu'il serait resté, rien de tout ça ne se serait produit. Quand on vous dit, ce serait bien que tu prennes quelques vacances, vous prenez vos vacances. On m'a fait peur, on m'a fait partir, on m'a menacé de mort, etc. Et puis derrière, tout le monde se planque, et puis après, l'eau, il y a quelques vagues, et puis l'eau redevient plate, et les brochets ou les requins replongent en eau profonde. Didier Schuller va rester 7 ans aux Bahamas et à Saint-Domingue avec sa famille. Mais en 2001, il décide de rentrer en France pour s'expliquer. L'avion le dépose sur une piste isolée. Aussitôt, sous bonne escorte policière, il prend la direction de Créteil. Dans quelques minutes, l'ancien conseiller général des Hauts-de-Seine va se retrouver devant un juge d'instruction. Dans le procès des HLM qui suivra, Didier Schuller sera le seul condamné. Son patron à l'office, Patrick Balkany, sera lui relaxé. Quant à Charles Pasqua, son nom sera à peine prononcé. D'ailleurs, dans toutes ces affaires de marché public, il n'a pas vu d'irrégularité. Moi, je n'ai pas vu de dérapage. Non. Il y avait des cahiers des charges, non. Il n'y a jamais eu d'argent liquide qui circulait, de trucs comme ça? Vous m'avez bien regardé. Je suis le petit-fils d'un berger corse. Pour nous, mettez-vous une chose dans la tête, l'argent n'est pas la valeur principale. Voilà. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis aujourd'hui beaucoup moins pourvu en argent que je l'étais avant de me lancer dans la politique. Voilà. Moi, je me suis appauvri en politique. Je suis peut-être le roi des cons, c'est possible, mais c'est comme ça. Voilà. Personne n'est jamais venu me proposer d'argent. Parce que le premier qui m'aurait proposé de l'argent se serait retrouvé au trou. Voilà. Personne. Et l'argent pour financer un parti politique? L'argent pour financer un parti politique, walou. J'ai jamais vu. L'incorruptible Charles Pasqua est resté 15 ans président du Conseil général des Hauts-de-Seine sans savoir comment était financé son parti. Curieux, non? D'autant plus qu'il a jonglé durant toutes ces années avec des projets colossaux, développement de l'immobilier d'un côté et résorption des quartiers insalubres de l'autre. Sans dogmatisme aucun, il sollicite même l'urbaniste vedette de la gauche caviar. J'apprends que Castro avait démissionné de son poste auprès de Mitterrand parce que Mitterrand venait de recruter Tapie au gouvernement. Et finalement, on déjeune ensemble. Et au cours du déjeuner, je lui dis, vous êtes toujours préoccupé
de réorganiser les espaces, les trucs, etc. Moi, j'ai de grands projets dans le département. Pourquoi ne viendrait pas travailler là, dans le département? Il me dit, mais moi, je suis communiste. Et je dis, moi, je m'en fous complètement que vous soyez communiste. Vous voulez que ça me fasse. Vous êtes un super technicien. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Si ça ne vous gêne pas de venir travailler dans le département des Hauts-de-Seine parce que je suis RPR, il me dit, moi, je m'en fous, ça n'a rien à voir, etc. Alors bon, à l'issue d'un déjeuner, une rencontre, on frappe dans la main, ça se termine sur la vieille tendresse des communistes et des gaullistes. Ça me vaudra des torrents de boue de ma famille politique. Ce qui m'a valu de la part de mes propres amis une volée de bois vert. Ils étaient fous de rage, ils m'ont dit, il n'y a pas assez de gens valables de notre côté, il faut que tu ailles chercher les gens de gauche, les communistes ou les socialistes. J'ai pris un quartier qui s'appelle la Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne. On l'a entièrement transformé, quoi. C'était une barre de 380 mètres. On l'a ouvert, on l'a démembré, on l'a désenclavé, on l'a embelli. Et donc on a entièrement transformé ce quartier. Ça a été homérique. Homérique. On a investi plus d'un milliard et demi dans cette affaire, mais on a réussi. C'est une catégorie d'hommes politiques dont on... je ne parle même pas de sa couleur politique, je parle d'une catégorie d'hommes politiques qui sont issus de la résistance et qui ne sont quand même pas inféodés à l'ère du temps et au dernier coup médiatique à la mode. À la dernière bêtise médiatique à la mode. Voilà, c'est tout. Le shérif a pris du galon. Voilà Charles Pasqua, devenu gouverneur des Hauts-de-Seine, dont le PIB est, dit-on, le 10e du monde. Il prétend même exercer ses prérogatives en matière de politique extérieure à travers la SEM Coopération, une société d'économie mixte chargée de venir en aide aux pays africains. Moi, j'avais une ambition, qui était peut-être un peu déraisonnable. C'est de faire à mon niveau ce qu'avait voulu faire le général de Gaulle. Or, de Gaulle avait voulu faire une action importante sur le plan de la coopération envers les anciennes colonies françaises. Et moi, je m'étais dit que de même que nous allons essayer de transformer les choses pour nous, il nous faut consacrer une partie de notre budget à la coopération. Voilà. Et je m'étais assigné comme objectif d'affecter à ce secteur 1% du budget. Je ne suis jamais arrivé, mais je suis arrivé à 0,55. Je pense que Charles Pasqua était quelqu'un qui est très altruiste, donc il était très intéressé par les relations africaines, il aime beaucoup les Africains. Bon, il y a un lien très fort, incontestablement, et qu'on a été mettre des pompes pour l'eau, on a été construire un hôpital, bon, c'est des choses qui sont, à mon avis, qui ne sont pas attaquables. Voilà. Je me suis aperçu, en discutant avec certains acteurs associatifs, que certains projets n'avaient pas été menés à bien. Je me souviens notamment d'un projet d'irrigation au Mali, où nous étions censés financer des puits. J'apprenais quelques mois plus tard que le ministère malien de l'hydraulique engageait lui aussi, et sur le même territoire, un projet de cette nature sans avoir connaissance des activités de la SEM Coopération 92. Il est bien clair, pour moi en tout cas, que l'ensemble des fonds qui étaient votés par le Conseil général des Hauts-de-Seine, en l'occurrence à peu près 4,5 millions d'euros par an, que l'ensemble de ces sommes n'étaient pas toutes totalement dépensées. J'ai décidé de démissionner de cette SEM Coopération 92 en envoyant quasiment dans le même temps une lettre à la Chambre régionale des comptes pour lui demander d'investiguer davantage et de faire la lumière sur la réalité des fonds dépensés. Je n'ai malheureusement jamais eu de retour. La SEM Coopération avait sans doute défrayé la chronique. Moi, je n'en ai pas connu le fonctionnement, puisque quand je suis devenu président du Conseil général, elle coûtait fort cher, avait peu d'efficacité de mon point de vue, et donnait lieu à des polémiques interminables. Je l'ai donc fermée, je n'ai pas mis en sommeil, je l'ai fermée, je l'ai dissoute.
Patrick Devedjian, quand il est arrivé président du Conseil général des Hauts-de-Seine, a dit « Je vais nettoyer les écuries d'Augias ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut lui demander. C'est à lui qu'il faut demander, c'est pas à moi. Peut-être est-il spécialiste des écuries d'Augias. Pas moi. Le nom de Charles Pasqua a été cité dans plusieurs affaires. Il a été entendu par de nombreux juges d'instruction. Il pourrait faire quasiment le go-mio des meilleurs tribunaux de France. Mais toujours est-il que finalement, les sanctions qu'il a reçues, elles sont infimes. Il n'a jamais été en prison. Il n'a jamais eu à s'expliquer réellement sur le financement auquel il a pu procéder. On n'a jamais su ce qu'il en était. On n'a jamais découvert ses archives. Il n'a jamais parlé. Il s'est toujours réfugié derrière « c'est pas moi, c'est les autres ». J'en sais rien, je suis de bonne foi, je fais confiance à la justice de mon pays. Pourquoi la justice s'est-elle tant intéressée à vous? Bon, je pense que je gênais beaucoup de monde. J'ai eu plus d'ennuis avec les gens de droite qu'avec les gens de gauche. Je gênais davantage les gens de droite, c'est évident. Mais la plupart du temps, ça s'est terminé à un eau de boudin. Comme dans les Hauts-de-Seine, nous avons encore d'ailleurs des personnalités fortes, des hommes d'État. La justice a manifestement fléchi sous le poids de ces personnalités et des enjeux politiques qu'elles représentaient donc. Il est vrai que parfois il y a eu des nominations de procureurs ou de hauts magistrats à Nanterre qui étaient un peu bizarroïdes. Mais pendant très longtemps, les procureurs successifs qui ont œuvré à Nanterre ont systématiquement enterré les affaires. Et du coup, effectivement, ça encourage les politiques à y aller. Est-ce qu'il y a eu des preuves de tout ce qui est annoncé? Rien du tout. Voilà. Parce qu'il n'y a rien. Mais ça les emmerde. Ça les emmerde qu'on ait pu faire ce qu'on a fait. De toute façon, si je n'avais pas existé, beaucoup de choses ne se seraient pas faites. Et le département des Hauts-de-Seine ne serait pas ce qu'il est. Charles Pasqua est fier de son œuvre. Pas vu, pas pris. D'autres lui ont succédé à la tête des Hauts-de-Seine. L'un d'entre eux, Nicolas Sarkozy, usant de ce tremplin, est devenu président de la République. 50 ans après la création du département, le système, même s'il s'est parfois grippé, a rempli son office. Faire de ce territoire le coffre-fort du RPR, devenu l'UMP. Quant à savoir si les pratiques frauduleuses se poursuivent aujourd'hui, rendez-vous dans 10 ans.